Bienvenue dans l'émission Futur Proche, l'émission des entretiens avec les acteurs du futur. Alors proche dans le temps parce que l'histoire est en train de s'écrire, on l'a vu encore cette nuit où nos députés ont voté les 13 grandes régions qui vont avoir un impact pour nous et certainement pour les générations futures, mais également proche de la réalité, dans les actes, dans des solutions applicables, réalisables aujourd'hui, concrètes, même si on peut espérer une certaine part d'utopie. On a vu que l'histoire, même grâce à une certaine part d'utopie, apportait de véritables réalités. Alors, bonjour Daniel Cueff, merci de nous accueillir au sein de la région Bretagne. Vous êtes maire de Langouette, conseiller régional de Bretagne, chargé de l'écologie urbaine et du foncier, et vous présidez depuis 2010 l'établissement public foncier de Bretagne. Vous venez de publier un livre intitulé « La Bretagne, un horizon démocratique pour notre République ». Quelles ont été vos motivations pour écrire ce livre et quel message avez-vous souhaité faire passer ? Donc vous m'avez dit que j'avais un peu de temps, donc je vais répondre longuement. C'est d'abord de s'apercevoir d'une vraie difficulté démocratique. C'est qu'aujourd'hui, un citoyen breton vote beaucoup pour les élections municipales et au fur et à mesure on s'éloigne de ce qu'il peut s'approprier dans sa vie ordinaire, dans sa vie quotidienne, il s'abstient à des taux d'abstention très importants. C'est-à-dire que si on compte ceux qui ne viennent pas voter et ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, on obtient des chiffres de plus de 60%. Donc une démocratie dans laquelle les gens ne votent pas pose problème. Et qu'est-ce qui pose problème? C'est qu'il y a un certain nombre de structures qui se sont empilées au fur et à mesure du temps, toujours pour de bonnes raisons, qui décident de votre vie à vous, ordinaire, de votre vie de tous les jours, qui fait que là aussi vos impôts sont affectés ou pas affectés. Et la plupart des Bretons ne savent même pas que ces organismes existent. Et ils sont pourtant gérés par des élus au 2e, 3e, des fois 4e niveau. Donc il n'y a plus d'appropriation démocratique des décisions qui touchent votre vie ordinaire ou qui touchent plus largement l'avenir de la Bretagne, voire l'avenir de la Bretagne dans la France, voire l'avenir de la France dans le monde, et donc face à des problématiques climatiques en particulier, et économiques. Donc il y a là quelque chose qui est grave, puisque on a l'impression de se retrouver devant une société dans laquelle le mot inéluctable est le mot le plus employé. C'est inéluctable. La décision qui devait être prise, qui est prise, elle est inéluctable. Elle est dans le sens des choses. On ne peut pas faire autrement. Donc si on ne peut pas faire autrement, à quoi cela sert de voter et à quoi cela sert de faire de la politique ? Et comme on s'aperçoit aussi qu'il y a une sorte de difficulté, puisque que l'on soit de droite ou de gauche, on s'aperçoit que ce sont les mêmes politiques qui sont mises en œuvre. Donc le citoyen, il se dit à quoi sert d'aller voter si c'est du pareil au même. Chose que les extrémistes non démocratiques ne manquent pas de souligner. Et le slogan UMPS est un slogan bien vu du côté de l'extrême droite parce qu'il touche les gens ordinaires qui se disent « mais bon sang, mais c'est bien sûr ». Tout ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme aurait dit un leader communiste il y a quelques siècles de ça, ou quelques années de ça. Donc c'est un problème démocratique. Et ce problème est d'autant plus grave que nous allons passer dans une société progressivement, surtout nos enfants, une société où c'est le climat qui va décider. On n'est plus dans l'ère industrielle où c'était les hommes qui décidaient de faire du capitalisme, d'exploiter l'homme par l'homme, de détruire la nature. Là non, c'est le climat qui va donner les conditions. C'est l'eau qui monte, c'est des événements climatiques très importants, très fréquents, qui vont faire que nous allons nous retrouver en situation de devoir nous adapter à ces événements climatiques.
qui vont avoir des conséquences tout à fait importantes sur les matières premières, sur les végétaux, sur le trait de côte, sur le climat lui-même, la chaleur, le grand froid, etc. Et face à ça, ben, vous avez un courant, si vous voulez, qui est porté assez fortement aujourd'hui par les écologistes, mais qui aussi est un courant que l'on voit traverser l'ensemble des partis politiques, c'est que face à cette difficulté-là, on ne peut pas laisser la gouvernance à la démocratie. Il faut que ce soit des comités d'experts qui, conscients des problèmes, gèrent en définitive ces difficultés. Parce que la démocratie, elle est une démocratie un peu au jour le jour. Vous allez vous présenter devant les électeurs pour leur faire des propositions à 6 ans au mieux. Alors que les problèmes de la planète sont à 10, 15, 20, 30 ans, voire plus, voire des choses qui dépassent même notre propre existence. Donc la démocratie est en difficulté. Elle est en difficulté objective, parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de dispositifs qui décident pour nous sans que le citoyen ait à en prendre part. Et d'autre part, il y a une tendance à dire mais on ne peut pas laisser à la démocratie, aux citoyens, le choix de décider parce que ces choses-là le dépassent, parce que c'est le climat aujourd'hui qui est le véritable commanditaire de nos vies. Voilà. Donc, il faut que l'on réinvente la démocratie. Et on ne peut pas réinventer la démocratie en disant voilà le programme que je vous propose, votez pour moi. On est obligé d'impliquer le citoyen beaucoup plus dans cette gouvernance démocratique. Alors il y a bien eu des tentatives, il y a eu la tentative de la démocratie participative. Alors la démocratie participative, voilà, on participe, etc., on donne son avis, ça a donné des choses intéressantes, mais extrêmement limitées, parce que chacun vient un peu avec ses problématiques. Je suis handicapé, on ne fait rien pour moi, je suis chômeur, on ne fait rien pour moi, je suis paysan, on ne fait rien pour moi, etc. Donc c'est une somme un petit peu de... et cette démocratie participative, elle est assez conservatrice, parce que les gens ont un certain nombre d'idées, effectivement, mais ce sont des idées qui sont trimballées par la presse, trimballées par les médias, trimballées par la vie ordinaire, trimballées par les discussions dans la famille, etc. On ne peut pas inventer un système, on ne peut pas inventer une proposition dont on n'a aucune idée, dont on n'a jamais entendu parler. Si je vous demande aujourd'hui de m'inventer une idée, de me sortir une idée dont vous n'avez jamais entendu parler, vous ne pourrez pas. Donc, ça implique que ce n'est pas la somme des individus qui doivent réfléchir ou donner leur point de vue sur les solutions qu'ils ont à apporter à la société, mais vraiment une démarche collective, donc démocratique, d'implication citoyenne vers des solutions qui vont devoir être présentées pour résoudre des problèmes qui vont s'imposer à nous. Donc ça veut dire que vous travaillez vers une notion d'économie partagée et collaborative du futur, au travers de l'écologie. Je suis un vieux militant de l'écologie. Donc j'ai passé une partie de ma vie à dire voilà ce qui va se passer et ce qui va se passer est en train d'arriver. C'est assez désespérant. C'est-à-dire les écologistes avaient raison. Les écologistes avaient raison. Il se passe, mais ce n'était pas entendable parce que c'était anxiogène, parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face, parce que voilà, ça demande aussi de revenir sur sa vie de tous les jours, de la modifier, etc. Donc évidemment, ce n'est pas le tout d'avoir conscience de quelque chose pour transformer les réalités. Ce n'est pas parce que vous savez que fumer tue que vous vous arrêtez nécessairement de fumer. Pourtant, vous le savez très bien. Donc la prise de conscience n'est pas, ce n'est pas forcément la modification de sa propre vie, ni même la modification de ses choix politiques. Donc, il faut travailler véritablement sur d'autres perspectives. Donc, on y est maintenant dans cette difficulté. Et ma crainte, là encore, c'est que face à ces difficultés qui sont de plus en plus conscientisées, mais surtout qui vont nous tomber dessus, il ne faut pas que les courants antidémocratiques l'emportent en disant « Vous savez, c'est plus fort que nous, vous n'y pouvez rien, laissez-nous décider, parce que nous sommes des experts du climat, nous sommes des experts de l'économie, nous sommes des experts de ceci et de cela. » Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. Face à la difficulté, il faut une implication citoyenne très forte, que ce soit sur le plan économique, social, politique, environnemental. Effectivement, on retrouve ces éléments-là dans l'économie, au niveau des entreprises, c'est une nouvelle forme de gouvernance. Donc j'imagine que vous appelez de vos voeux une nouvelle forme de gouvernance dans cette façon d'appréhender les choses.
Moi, je crois que les entreprises sont cyniques et qu'elles ont une nécessité de survivre et que c'est ça leur moteur. Je ne crois pas trop à une empathie tout d'un coup extrêmement importante des entreprises pour la planète ou l'économie. Je ne crois pas en ça. Je crois qu'au contraire, elles sont devant une prise de conscience que la matière première, ça va être compliqué. Que si on voit qu'un État totalitaire comme la Chine déjà décide qu'il y a un pourcentage important de la matière première qui ne partira pas de son territoire, c'est qu'elle a conscience. Qu'elle l'achète ou tente d'acheter du foncier partout dans le monde parce qu'elle sait très bien qu'il va y avoir un moment donné où il va y avoir une difficulté pour nourrir sa propre population. Donc qu'il y a des difficultés, je dirais, énergétiques qui vont se présenter. Ce sont ces difficultés-là que le monde économique va devoir affronter. Et ce sont ces difficultés-là qui vont l'amener à modifier leur relation aux hommes et à la planète. Voilà. Et c'est ça qu'il faut que nous accompagnions, nous, politiques. C'est cette transformation, cette métamorphose qu'il faut que nous encouragions parce que, pour le coup, elle sert la planète et l'individu. Mais ce n'est pas uniquement la matière première, c'est aussi, c'est pas uniquement l'énergie, ce n'est pas une question de process, c'est aussi une question de relation de l'individu à l'entreprise, parce qu'on sait aussi que la force d'une entreprise, c'est sa capacité à être, je dirais, performante sur le plan du management. Et qu'aujourd'hui, nous avons un management autoritaire, pyramidal, qui consiste à contrôler les gens, qui consiste à les mettre dans des tâches segmentées. Or, l'économie de demain, l'économie circulaire, l'économie en prise avec son territoire, parce qu'elle prend en compte l'ensemble des données, prendra aussi en compte le fait que l'individu est nécessairement une force qui apporte un certain nombre de singularités à la démarche de l'entreprise. Donc on a du boulot en France en particulier, parce qu'on est encore dans une démarche extrêmement pyramidale qui fait qu'aujourd'hui, une majorité de Français ne veulent plus aller travailler, ou espèrent ne plus aller travailler, ou ne souhaitent plus aller travailler. En tout cas, que ce n'est pas quelque chose qui vraiment les attire beaucoup. Ce qui veut dire que la région Bretagne, et tout du moins l'ensemble des régions, ont une autre vision d'organisation pour elle-même, ne serait-ce que par rapport à l'État qui est, lui aussi est organisé d'une manière pyramidale. Et vous avez une proposition qui ferait que les choses aillent dans un autre sens ? Oui, on voit bien aujourd'hui que l'État est en difficulté, c'est-à-dire que le gouvernement de l'État est en difficulté, c'est-à-dire que dès qu'il propose quelque chose, ça fait flop. Bon, ici, on a eu le cas des portiques. On propose quelque chose qui semble tout à fait raisonnable, en tout cas sur l'idée, hein, de trouver une taxe qui permet de travailler sur le ferroutage, etc. Simplement, ça ne correspond pas à des réalités ici en Bretagne, et ça fait un flop terrible. Donc, et c'est que tout le temps ça. C'est-à-dire on a une décision qui est pondue quelque part pour des raisons, etc. Et arrivé sur le terrain, ça fait flop. Ça fait flop, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une appropriation démocratique, on n'a pas une appropriation de discussion, on a simplement une technocratie qui s'impose aux gens. Ça ne peut plus marcher. Donc l'État est en panne. L'État n'arrive à rien. L'État ne réussit rien. L'État fait toujours la même chose et ça échoue tout le temps. Donc, l'idée un peu mécanique, naturelle, c'est de dire, mais redonnons une place au territoire. Donnons une possibilité aux citoyens, aux entreprises d'un territoire de s'approprier le devenir de ce territoire. Alors, ça peut être à double tranchant. Ça peut être un abandon de l'État. Et on voit aussi un certain nombre de courants que je combattrai jusqu'à la fin de mes jours, en Bretagne, qui aspirent très fortement à une assemblée de Bretagne, comme moi, mais pas pour les mêmes raisons, qui souhaiteraient que cette assemblée de Bretagne soit une zone franche
de toute règle sociale, de toute règle environnementale. Voilà, on s'affranchit de tout ce qui est, en définitive, un progrès social. Donc, il faut faire très attention. Donc, le fait de vouloir une Assemblée de Bretagne, parce que c'est quelque chose qui va s'approprier démocratiquement par les gens, de mon point de vue, n'empêchera pas le débat politique d'avoir lieu sévèrement à l'intérieur de cette Assemblée de Bretagne, qui n'est pas une solution, qui est un outil, simplement, à plus de démocratie et plus d'efficience sociale et économique. Et dans cette Assemblée de Bretagne, j'imagine que vous allez privilégier une économie plus orientée sur l'économie circulaire dont vous parliez tout à l'heure. Vous pourriez un petit peu développer sur ce que vous avez envie de faire par rapport à ça? Moi, je ne crois pas, si vous voulez, à une région qui développerait une logique pyramidale dans un service de la région qui dirait, voilà, l'économie circulaire, c'est comme ça, l'économie de demain, c'est comme ça va devenir ceci, ça va devenir cela. C'est terminé, on fera flop. Il ne s'agit pas de recréer un État breton ou de décliner, si vous voulez, les choses. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nécessités objectivées. L'absence de matières premières, la question de l'énergie qui va poser problème, la question de la compétence des gens, de la formation. Tout ça, ce sont le tissu social et économique qui va faire des propositions. Et donc de façon très transversale. Et nous devrons accompagner ces entreprises dans leur développement, à la condition qu'elles soient dans un rapport éthique, social et écologique. Voilà. Mais c'est un accompagnement en second degré, pas en tête de gondole ou en tête de décision. Et c'est là que ça change complètement la donne. Et ce que nous avons essayé de faire au niveau de la région, de façon exploratoire aussi, c'est justement au niveau de l'économie circulaire à impact positif. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas essayer de polluer le moins possible, c'est d'essayer d'avoir une activité économique, sociale qui bénéficie à la planète, qui soit éco-bénéficiante. Quand on développe ça, on s'est bien gardé de dire voilà ce que c'est. On a plutôt essayé de dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des idées, et on a même été dire en tant que région, on n'en sait rien, on ne sait absolument pas comment ça peut se passer. Le problème, c'est qu'on sait que c'est un objectif, et c'est vous qui allez le mettre en œuvre, pas nous. D'accord, donc vous allez beaucoup plus vous baser sur l'innovation collaborative, sur la créativité, la transversalité. Comment vous inscrivez-vous dans la glace économie dont on parle beaucoup aujourd'hui en Bretagne? La glace économie, c'est une intuition, une invention du président Le Drian qui a donné du sens à l'économie en reprenant donc ce mot breton intraduisible en français qui reprend l'économie de la mer, l'économie de la terre, l'économie grise, l'économie sociale et solidaire. Et donc c'est un mot qui, après tout, était assez proche de ce que pourrait être une communication pour l'économie sociale, l'économie circulaire, à impact positif. Ça donne une espèce de mélange hein, où on voit bien que les secteurs ne sont pas tranchés, que l'on peut communiquer, qu'il y a des interfaces et que c'est même sur ces interfaces que seront trouvées probablement les solutions d'ingénierie, les solutions de process, etc. Bon, après, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, ce terme extraordinaire a été, dans ses conclusions, de mon point de vue, camoufle une autre réalité qui est plutôt que l'on fonctionne par filière, justement. C'est-à-dire, contrairement à ce que l'aspiration que pouvait avoir ce mot de glace économie. On a la filière automobile, la filière agroalimentaire, la filière des nouvelles technologies, la filière de l'économie sociale et solidaire, etc. Donc on fonctionne par silo. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ça c'est dû à tout un tas de mécanismes, justement à l'État, qui pense par silo. Rappelez-vous les silos de Montebourg, là, les 16, je ne sais plus combien, mais ces silos aussi faisaient écho aux silos de l'Union européenne pour les financements. Voilà. Donc tant qu'on raisonnera comme ça dans une pensée d'État,
eh bien, on va contrecarrer, en définitive, l'économie circulaire à impact positif. On va la contrarier, on va même l'empêcher. Donc il faut absolument revenir sur ces façons de voir et les façons de faire. Et c'est aux élus de se calmer et d'arrêter d'avoir des idées. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que défendait Christophe Clergeau le 4 novembre dernier aux rencontres de la DGE. Et il était à contrario, justement, de cette forme de silo que le directeur avait énoncé effectivement en première partie, et était beaucoup plus pour une notion collaborative au niveau des territoires. Mais vous citiez tout à l'heure quelque chose de très intéressant, c'est l'économie de la mer. On est quand même en Bretagne, on a des côtes, et finalement, on a l'impression que la Bretagne tourne le dos à la mer. Il y a quand même beaucoup d'espoir autour de ce qui peut se pratiquer autour de la mer. Il y a tellement de choses à faire. Est-ce que vous avez quelques atouts pour la Bretagne autour de cet aspect? Alors aujourd'hui, il y a une organisation de la région Bretagne et de la République française qui est organisée de telle manière à faire les flux de transport via Paris et via un programme routier ou ferroviaire européen. Donc on est dans les logiques qui sont les logiques de la DATAR, vieille logique de la DATAR d'aménagement du territoire. La DATAR, donc, est un organisme d'État qui pense l'organisation de la France. Elle pense en métropole, elle ne pense pas du tout en termes de région. Elle pense en termes de relations entre les métropoles. Elle parle même, dans ses rapports, de métropole-entreprise. C'est-à-dire, chaque métropole, Rennes, Brest, a des atouts, mais aussi des manques. Et il faut qu'elle rejoigne, qu'elle réduise ces manques-là pour rentrer dans le concert de la compétition avec les autres métropoles internationales. Donc là, nous sommes dans une logique extrêmement libérale, je dirais même ultra-libérale, qui est la compétition entre les territoires. Et à côté de ça, face à ça, vous avez le projet régionaliste qui dit nous sommes pas, il n'y a pas de concurrence entre les territoires, mais les territoires doivent apporter des singularités, des particularités qu'elles doivent faire partager au monde entier. Alors évidemment, quand on dit ça, nous, pour la Bretagne, on se dit mais on est au centre du monde presque par rapport au maritime. Seulement, on le dit, on le constate. Il n'y a pas une élection régionale ou nationale qui dise mais bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi regardons-nous passer 20% du trafic mondial face à nos côtes, que personne ne s'arrête chez nous? Pourquoi nous ne commercialisons pas avec le monde entier alors que le transport maritime est déjà aujourd'hui, et il sera encore demain, le transport le plus écologique qui soit, qui nous permet d'être en communication avec la Terre entière sans polluer la planète. Mais vous voyez bien que tant que c'est l'État qui pense pour nous, on pourra dire qu'effectivement c'est comme une sorte d'évidence, mais cette évidence, elle ne se concrétise pas véritablement parce que nous n'avons pas les leviers de décision qui nous permettraient de le mettre en place réellement. Donc là, nous étions en fait la mer par rapport au transport, effectivement. Ouais. Mais en termes économiques, je pensais à la culture, enfin, à l'aquaculture. On est dépendant de la Norvège pour nos approvisionnements en saumon. Il y a plusieurs expériences au Canada qui sont tout à fait positives. Pourquoi la Bretagne ne s'engage-t-elle pas dans ces expériences d'une façon plus collective entre ceux qui produisent les algues, qu'est-ce qu'on peut faire aussi à ce niveau-là? Parce que vous avez une organisation d'État avec des conflits et des rapports de force entre les élus qui font qu'aujourd'hui, par exemple, le port de Lorient est le premier port français en termes de poissons frais, de langoustines, etc. Mais il n'est pas le premier port en termes de traitement du poisson. Il est le deuxième, après Boulogne. Pourquoi? Parce que Boulogne, allant chercher son poisson très loin, s'est aperçu que la seule façon qu'il pouvait être de rester le premier port français, avec tout ce que ça comporte derrière comme logistique, c'était de faire une filière de poissons d'élevage, donc de Norvège, etc. Donc ils ont développé une logistique tout à fait énorme,
qui ont permis de garantir le fait que, même en allant chercher, des fois, les bateaux n'accostent plus, ils vont chercher il y a des petits bateaux qui vont chercher, des petits containers qui vont chercher le poisson en mer pour éviter aux bateaux d'accoster. Ils garantissent sur le port de Boulogne une logistique qui va faire en sorte que le poisson va arriver dans les 72 heures au pire dans toutes les poissonneries. C'est pour cette raison que le saumon breton d'élevage, il disparaît alors qu'il était bénéficiaire. Parce que la logistique d'État s'est transportée à Boulogne. Pourquoi? Parce que le ministre du Transport était maire de Boulogne. Et que donc, c'est ça l'organisation, si vous voulez, qui est une organisation de compétition entre les territoires. Alors que nous pourrions, nous, en France, en Bretagne, je veux dire, alors que nous avons le transport dédié, c'est le transport frigorifique le plus important de France, travailler sur une autre mode, hein, si vous voulez. Mais quand on est dans la logique de concurrence, eh bien, c'est toujours plus de volume. Et donc, volume le moins cher possible. Donc, on va toujours rentrer en compétition contre les Allemands qui font du porc beaucoup moins cher que nous parce qu'ils sont anticipés sur la question de l'énergie et que les fermes sont dotées de machin. Voilà. Mais savez-vous qu'à Gade, 837 personnes ont été mises au chômage parce que pendant des mois et des mois et des années, on perdait 3,50 € par porc. Donc c'est 0,0 quelque chose. Et avec ce 0,0 quelque chose, vous êtes capable d'aller acheter du porc chinois pour le faire revenir en Bretagne. Donc c'est tout à fait un système aberrant. Donc ça, c'est un système qui est fini. Et donc il faut reterritorialiser probablement. Mais ce n'est pas nous qui allons reterritorialiser. Ce sont les entreprises qui vont s'apercevoir qu'elles ont un intérêt économique, objectif, qu'elles ne vont plus pouvoir faire autrement que territorialiser leurs relations à l'économie, au territoire et à leurs clients. Alors si vous aviez une petite note d'espoir pour terminer cet entretien à nous donner, que nous diriez-vous? Je n'ai donné que de l'espoir, là, non? Je n'ai pas été du tout... L'espoir, c'est de travailler sur de nouvelles conditions démocratiques qui impliquent vraiment le citoyen. Sinon, nous allons arriver dans une société autoritaire où on va contraindre le citoyen à se comporter de telle ou telle manière pour des raisons objectivées de climat, etc. Ça, c'est plus possible. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le choix entre l'écologie et la démocratie. Il faut que l'écologie soit démocratique, que la démocratie s'imprègne de l'écologie. Donc pour ça, il faut que nous créions des cadres, je dis bien des cadres, sans contenu. Le contenu, c'est aux citoyens de le fonder. Moi, j'ai proposé l'Assemblée de Bretagne, qui est un cadre institutionnel. Vous avez vu dans le bouquin que j'évite beaucoup de présenter des solutions toutes faites, etc. Je pense qu'il faut qu'on en débatte, je pense qu'il faut faire de la démocratie. Et quand on voit qu'il y a des territoires qui s'emparent de la démocratie, comme ça a été l'Écosse, comme ça a été la Catalogne, et qui, je ne suis pas d'accord avec l'histoire de l'indépendantisme, etc. Enfin, ce n'est pas le sujet en Bretagne, je veux dire. Mais en tout cas, que de débats, que d'avancées, que de solutions locales qui sont proposées contre des décisions d'État souvent imbéciles, inadaptées, complètement hors sol. Donc il y a beaucoup d'espoir. Mais il faut que nous arrivions à créer ce cadre d'aventure, hein, mais d'aventure démocratique. Tout dernier point d'actualité, puisque cette nuit, un fait important s'est passé pour les régions. 13 régions ont été votées, dont de très grandes régions, et la Bretagne est restée telle qu'elle. Que pensez-vous de ce vote, de cette évolution, et qu'est-ce qu'on peut en attendre pour l'avenir? D'abord, c'est un échec pour la Bretagne, puisque l'aspiration de la Bretagne, des Bretons et de l'Assemblée régionale et d'une grande majorité des élus de Bretagne était quand même d'arriver à une Bretagne à 5 départements, pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques, pour des raisons aussi que nous savons que le sentiment d'appartenance
à un pays, un territoire, à une géographie, est aussi source de solidarité, source d'économie positive. Donc ça, c'est loupé. C'est-à-dire un territoire qui se découpe, un territoire français qui se découpe en régions technocratiques et non démocratiques, est un territoire foutu. Donc c'est un échec considérable. Après, l'histoire n'est pas finie. Donc il y a encore le droit d'option qui est plus ou moins en discussion. Donc est-ce qu'un département pourra, oui ou non, avoir le choix, la possibilité de choix de rejoindre une autre région? Pour l'instant, c'est un droit de veto. C'est tellement organisé que c'est impossible. Donc là encore, on contrecarre une aspiration citoyenne. Alors qu'on sait très bien que les Bretons, comme les habitants de Loire-Atlantique, aspirent à une Bretagne identifiée culturellement, etc. Donc on refuse aux citoyens, y compris de s'exprimer par référendum. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Si ça pète, il ne faudra pas s'étonner que ça pète. C'est la technocratie qui a gagné. Donc la technocratie ne peut pas gagner au final, donc elle va perdre. Après, il y a la loi qui va arriver au mois de juin, qui est les compétences. Les compétences qui vont être dévolues aux régions. Là, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire, est-ce qu'on va laisser aux régions une capacité d'adapter les décisions de la République de façon différenciée, comme le permet la Constitution française. Comme l'a dit Michel Rocard en 1966 quand il est venu à Saint-Brieuc. La France est une et indivisible, mais on ne peut pas gérer la Bretagne avec ses 2700 km de côte pour la Bretagne administrative, 3000 km pour la Bretagne réelle, comme on gère la Franche-Comté qui n'a pas du tout un trait de côte. Donc tous les problèmes que vous posiez tout à l'heure de maritimité, etc., elles se posent singulièrement en Bretagne. Donc il y a des choses à décider, des choses à adapter, même des pouvoirs prescriptifs qui doivent être donnés à la Bretagne pour avoir une république différenciée. La république différenciée, c'est la modernité. Elle a été déjà vue par Michel Rocard à l'époque. Elle est de nouveau sur la place publique. Sauf que là, maintenant, on s'aperçoit que l'État étant en panne, n'ayant plus rien à dire, et tout ce qui décide, ça fait flop, ça donne un espace réel au pouvoir régional. Aux Bretons de reprendre la parole. Absolument. Bien, merci, Monsieur Keuf. Merci à vous.